Bonsoir. Je vais aller très vite parce que moi aussi j'ai un train. Du coup, je m'appelle Ravenne Bureau, je suis doctorant sous la direction du professeur Céline Clément à l'Université de Strasbourg et au LISEC, qui fait partie du réseau Strassen, l'équivalent de Heimann à Strasbourg. Et je suis ici pour parler d'une étude que j'ai conduite dans le cadre de mes travaux de thèse et au cours de laquelle on a sollicité l'expertise des adultes ayant reçu un diagnostic d'autisme. C'est le premier congrès que je fais où il n'y a pas autant de débats sur avec autisme, trouble, machin, tout ça. Mais moi, je fais toujours un point de vocabulaire au début de mes présentations. Je parle de personnes autistes comme un adjectif. Enfin, j'utilise autiste comme un adjectif, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, dans un esprit d'autodétermination, parce que je suis moi-même une personne autiste, mais aussi et surtout pour respecter la volonté des participants à mon étude. Du coup, un petit peu de contexte, on peut constater une augmentation des diagnostics à l'âge adulte en Europe. On va pas s'étendre sur le pourquoi du comment. Et en fait, quand une personne reçoit un diagnostic d'autisme à l'âge adulte, c'est parce qu'elle n'a pas été repérée au cours de son développement. Et il y a plusieurs obstacles qui ont été identifiés par rapport à ça dans la littérature. D'abord, les mécanismes de compensation, donc c'est un peu le camouflage qui a été évoqué tout à l'heure aussi, que la personne met en place de manière plus ou moins consciente. La peur de ne pas être pris ou prise au sérieux par les professionnels de santé et un accès complexe aux démarches de par les caractéristiques autistiques, mais aussi par la saturation des services. Lorsque une personne, ce diagnostic à l'âge adulte, il intervient souvent lors d'une prise en charge en santé mentale pour autre chose, comme un trouble anxieux, une dépression, un burn-out, etc. Ou lorsqu'il y a un événement de vie important qui intervient dans la vie de la personne et qui dépasse les capacités de compensation qu'on a mentionnées plus tôt. Et donc, on peut constater dans la littérature, à la fois qualitative et quantitative, que la recherche et les interventions à destination des adultes autistes sont encore trop peu fréquentes. Et souvent, quand ça existe, les interventions elles sont jugées comme inadéquates par les personnes. Mais du coup, pour parler de recherche participative, donc ce qui est au cœur de recherche participative, c'est la reconnaissance du déséquilibre de pouvoir entre les chercheurs et les personnes qui participent à la recherche. Et on peut, même si c'est juste un texte, dans les recommandations internationales et nationales, il y a quand même la mention de l'implication, de l'importance de l'implication des personnes autistes dans les interventions qui les concernent, et ce, quel que soit le stade de l'intervention, donc que ce soit son élaboration, son implantation ou son évaluation. Et du coup, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a mené cette recherche aussi. Et il y a un papier super intéressant de Fletcher, Watson et collaborateurs qui délimite 4 grandes composantes pour faciliter la participation des personnes concernées à la recherche. Donc il y a, qui ont déjà été un peu évoquées du coup aujourd'hui, il y a l'idée du partenariat, donc c'est vraiment placer les personnes concernées comme co-créatrices de savoir, comme expertes, et ça c'est soutenu aussi par d'autres résultats de la littérature. Et en fait l'idée c'est vraiment de considérer le savoir expérientiel au même titre et au même niveau que le savoir académique. Il y a aussi la notion de communication qui a été abordée tout à l'heure avec l'idée de se placer dans une perspective de partage du savoir, mais pas seulement de juste les résultats de l'étude, mais aussi comment ça fonctionne la recherche et tous ses tenants et ses aboutissants. Donc dans le cadre de mon étude, on a fait ça avec les participants qui regardent les interventions comme aujourd'hui, mais aussi avec les organismes communautaires comme les groupes d'entraide mutuelle par exemple. Une composante essentielle de la participation, qui a aussi été mentionnée aujourd'hui, c'est l'accessibilité, donc prendre en compte les besoins spécifiques des personnes au meilleur des capacités et adapter le protocole de recherche quand c'est possible. Donc dans mon cas, ça a été de programmer des pauses de respiration pour les personnes qui étaient très anxieuses pendant les entretiens, par exemple. Et puis la dernière, donc dans une perspective un peu plus macro, la dernière composante qui est soulignée par Fletcher Watson et collaborateurs, c'est l'implication des personnes concernées dans tous les rôles de la recherche, y compris dans le rôle de chercheur. Et ça, il y a aussi une littérature naissante qui amène à montrer qu'en fait, intégrer des chercheurs autistes dans la recherche sur l'autisme, ça a une plus-value qui est intéressante. Et donc, pour cette étude en particulier, on a utilisé une méthodologie qui s'appelle l'analyse qualitative de contenu, qui a été développée par Mehring, et on essayait de répondre à 2 questions. C'est comment les adultes vivent-ils le fait de recevoir un diagnostic? Alors du coup, c'est la nomenclature trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle associée. En France, pourquoi en France? Parce qu'en fait, il y a déjà une littérature qui existe à ce sujet, mais elle est uniquement dans un contexte anglo-saxon, donc l'idée c'était de voir si les personnes vivaient la même chose ou pas. Et surtout, quels besoins, attentes et envies ces adultes ils expriment pour les interventions après le diagnostic.
Donc on a conduit 12 entretiens semi-structurés, soit en face à face, soit en visioconférence, selon les normes sanitaires en vigueur au moment de l'entretien, auprès de 5 femmes, 5 hommes et 2 personnes de genre non binaire qui avaient donc reçu un diagnostic d'autisme à l'âge adulte et à peu près, en moyenne, 3 ans avant l'entretien. On a arrêté les entretiens lorsque la saturation des thèmes était atteinte. En gros, ça veut dire quand il n'y avait plus de nouveaux thèmes qui apparaissaient quand on analysait les entretiens, on a arrêté les entretiens. On a codé les données, donc on a fait un codage mixte, déductif et inductif, c'est-à-dire qu'on est parti des catégories qu'on a repérées dans la littérature anglo-saxonne, du coup, et ensuite on a identifié des thèmes qui émergeaient, qui n'apparaissaient pas dans la littérature. Et on a réalisé un double codage avec un accord interjuge satisfaisant. Donc on ressort de cette étude avec 5 grandes catégories que du coup je vais détailler. D'abord, dans les résultats qui sont cohérents avec la littérature, donc on a pu repérer des expériences où les personnes, c'était assez cohérent avec ce qui existait déjà par rapport à l'appréhension, par exemple, de parler du diagnostic, les raisons pour lesquelles les personnes parlent de leur diagnostic à leurs proches, aux professionnels, etc. On a aussi pu repérer des expériences cohérentes avec la littérature dans le cadre de l'impact fonctionnel et l'impact social de l'autisme, un certain rapport avec la société et aussi en fait, tout plein de manques qui sont identifiés par les personnes et qui ont déjà été mentionnés plusieurs fois aujourd'hui, comme la formation des professionnels, etc. Mais on a aussi identifié un certain nombre d'éléments spécifiques au contexte français, déjà dans les réactions au diagnostic, de par la façon dont le processus diagnostique se passe en France, parce que un service diagnostic, souvent, c'est juste pour le diagnostic et après, c'est au revoir. J'ai une personne qui m'a littéralement dit ça. En fait, on vous dit, vous êtes autiste, bisous, au revoir. Mais aussi parce que y a un certain nombre de professionnels qui ont des obédiences différentes en France et qui peuvent amener à une remise en question du diagnostic, notamment lorsqu'il est posé à l'âge adulte, et parfois même à un refus de prise en charge. D'autres endroits d'autres thèmes où on a pu identifier des éléments spécifiques, en fait c'est tous les thèmes qui sont liés aux représentations sociales de l'autisme, parce que forcément c'est intimement lié au contexte français, notamment les réactions de l'entourage. Là c'est un exemple assez cocasse, mais en fait c'est aussi lié à la façon dont les personnes perçoivent l'autisme en général. Aussi par rapport aux liens communautaires, parce que la communauté c'est pas forcément quelque chose de connoté spécifiquement positivement en France, et notamment dans les représentations sociales de l'autisme dont je parlais. En fait, on a quand même pu identifier toujours l'importance et la prévalence de la conception psychanalytique de l'autisme, que ce soit chez les professionnels, chez les proches, parfois même chez les personnes concernées avant qu'elles avant qu'elles fassent la procédure diagnostique, etc. Et du coup, l'impact que ça peut encore avoir sur les personnes et leur parcours de vie. Mais on a aussi identifié des éléments nouveaux, et c'est là que c'est super intéressant, parce qu'on a vraiment posé directement la question, mais du coup, vous auriez aimé avoir quoi après le diagnostic? Donc on a pu répertorier un certain nombre d'informations et de ressources que les personnes auraient aimé recevoir, et qui ne sont pas que des informations autour des caractéristiques de l'autisme et de l'explication de l'autisme, etc. On a aussi pu faire l'inventaire d'un certain nombre de souhaits qui ne sont pas exauçables tels qu'ils sont exprimés, et c'est là que c'est particulièrement intéressant. On a aussi pu répertorier des suggestions directes quant aux interventions dont les personnes auraient aimé pouvoir bénéficier après le diagnostic. Et là où ça a été un peu surprenant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte aussi que les personnes, dues au délai des démarches diagnostiques, avaient souvent eu le temps de s'approprier l'idée qu'elles étaient autistes. Mais par contre, au moment où on leur annonce le diagnostic, on leur propose direct de remplir un dossier pour la MDPH, de demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, etc., etc. Et finalement, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'était la double claque. C'était bam, vous êtes autiste, bam, vous êtes handicapé, et voilà. Du coup, parce qu'en plus après on lui dit au revoir justement. Donc cette notion en fait autour de l'acceptation du handicap, certaines personnes se l'étaient déjà appropriée parce que ça leur permettait d'avoir accès à des interventions, et d'autres c'était vraiment une grosse claque. Donc c'était une notion qui n'apparaît pas à l'heure actuelle, en tout cas dans la littérature. Donc pour finir, même si on sait, toutes les études ont des limites, et même si on s'est focalisé sur essayer d'avoir un peu d'accessibilité de la participation, le format d'entretien verbal, ça élimine forcément toutes les personnes qui n'ont pas accès à l'oral.
Et la modalité des entretiens, c'était quand même un entretien en tête-à-tête, donc pour certaines personnes, c'était forcément difficile, donc voilà. Et le recrutement boule de neige, même si on a essayé de diversifier nos sources de recrutement, on s'est quand même privé d'une certaine partie de la population qui, par exemple, n'a pas accès aux outils technologiques et informatiques. Et donc cette étude, elle nous permet d'avoir une compréhension plus fine de l'expérience des adultes qui reçoivent un diagnostic d'autisme en France, parce que même si on a vu qu'il y a des éléments similaires avec la littérature qui existe déjà, on a aussi pu repérer des éléments spécifiques au contexte français et des nouveaux éléments, notamment en lien avec l'étiquette handicap. Et enfin, on a pu faire un répertoire des attentes, des besoins et des suggestions directes des personnes qu'on va intégrer, enfin qu'on a intégré d'ailleurs, à un programme de psychoéducation et de coping post-diagnostic que j'ai développé dans le cadre de mes travaux de thèse et dont on est en train de préparer l'évaluation. Voilà.